Merci d'être venu donc pour la présentation de mon livre. Donc quittons l'Europe pour une souveraineté populaire et inclusive. Donc la première partie, là je me concentre spécialement sur l'Union européenne et sur l'euro. Donc il ne faut pas confondre avec l'idée d'Europe en général. Donc l'idée d'Europe en général aussi aura son sort. Mais là la première partie, c'est vraiment revenir sur ces traités, ces institutions, donc qui seraient parfois peut-être plus juste de qualifier de communautaires que d'européennes, pour pas dire que ça, c'est forcément ça l'Europe, mais qui pose déjà problème en tant que tel. Donc pourquoi il faut quitter l'Union européenne et l'euro, et comment faire? Donc c'est ce que je présente dans la première partie de mon livre, alors en insistant bien dès le départ sur l'idée suivante, que critiquer l'Union européenne et critiquer l'euro ne doit pas signifier exonérer nos gouvernements et nos États. C'est-à-dire que par exemple, quand on dit que les privatisations actuelles, la casse du code du travail actuel, ce sont des directives de l'Union européenne, ce sont des grandes orientations économiques de l'Union européenne, ce sont les directives de l'Union européenne. Quand on dit ça, on n'exonère pas Emmanuel Macron de sa responsabilité dans la politique menée. Par contre, ce qu'on dit et qui est très important, c'est que si un gouvernement, un Emmanuel Macron ou autre, décidait à un moment donné de mener une politique alternative, une politique différente, par exemple une politique de relance sociale, une politique de création d'emplois, une politique de relocalisation de l'économie, à ce moment-là, il serait bloqué par les verrous constitués par les traités et les institutions de l'Union européenne, et en fait, il serait même bloqué et verrouillé par le projet même de l'Union européenne, considéré ici en tant que marché unique, donc où il y a la libre circulation des biens, des services et des capitaux, et par le projet de monnaie unique. Et j'en profite pour préciser au passage que dans cette partie, donc ce que je critique dans ces institutions européennes, c'est la libre circulation des marchandises, des capitaux et des services, pas celle des personnes, notamment parce que c'est souvent un mythe. On a ce mythe d'une Union européenne dans laquelle il y aurait une libre circulation des personnes, mais qui est faux, et qui, à mon sens, on gagne vraiment à distinguer les deux plans, et à vraiment pointer le problème actuel, c'est cette libre circulation des marchandises et des capitaux qui est à l'origine de la crise économique, de la crise écologique également, que nous vivons depuis des décennies. Donc je reviens notamment sur le tournant de la rigueur de François Mitterrand en 1983, en remontrant des articles de cette époque qui montrent qu'à l'époque, il était clair pour beaucoup d'intervenants, y compris des intervenants qui depuis ont changé d'avis et se déclarent favorables à l'Union européenne. À l'époque, il était clair que la politique, le programme sur lequel François Mitterrand a été élu, n'était pas possible dans le cadre de la communauté économique européenne et du système monétaire européen. Et il était clair pour les économistes que pour pouvoir mener une politique sociale, il fallait retrouver le contrôle sur la monnaie, notamment pour pouvoir faire une dévaluation, et qu'il fallait instaurer un protectionnisme et donc instaurer une taxation de certaines marchandises et un contrôle de certains capitaux. Donc ce qui à l'époque était une analyse économique finalement assez répandue, sur laquelle on pouvait être d'accord ou pas d'accord, mais le lien logique était évident pour tous. Aujourd'hui, mystérieusement, ce lien a été découplé, et il y a des gens qui prétendent qu'on pourrait mener une politique sociale ou écologique sans remettre en cause ce marché unique et sans remettre en cause cette monnaie unique. Donc, il y a plusieurs exemples. Enfin, je pense que là, je vais pas forcément tout détailler, de directives, de traités qui sont vraiment problématiques. Donc, des exemples que j'ai pris dans mon ouvrage. Par exemple, donc ça, c'est un exemple qui est assez peu connu, notamment assez peu connu du public masculin, que moi-même j'ai découvert en faisant ces recherches. C'est le fait que les tampons hygiéniques pour les femmes souffrent de normes sanitaires très faibles. Et en fait, certains d'entre eux sont toxiques et provoquent un syndrome du choc toxique. Et quand on remonte à la responsabilité et à la cause de ces tampons hygiéniques toxiques qui sont en circulation dans nos magasins, on trouve la Commission européenne, on trouve des directives européennes, et cela a été très bien dénoncé, y compris par des eurodéputés favorables à l'Union européenne comme Michel Rivasi,
qui ont mené campagne contre ça et qui n'ont toujours pas obtenu gain de cause. Il y a également des documentaires sur le sujet. Et donc, nous avons des normes sanitaires sur un sujet aussi grave que celui-ci. Et donc, il y a eu des morts, des mortes, du syndrome du choc toxique. Et c'est un exemple de normes sanitaires parmi d'autres sur lesquelles l'Union européenne, la Commission européenne ne fait rien. Et si on décidait à l'échelle d'un pays de remettre en cause ces normes-là, alors forcément, il faudrait stopper la circulation de ces marchandises toxiques et dangereuses. Et des exemples comme cela, on peut les multiplier à l'infini. On peut également prendre l'exemple des privatisations. Donc actuellement, on parle beaucoup de la privatisation des aéroports de Paris. Mais vous savez qu'en fait, ça fait 20 ans, 30 ans que tous les gouvernements successifs, y compris les partis politiques qui aujourd'hui s'opposent à la privatisation des aéroports de Paris, tous les gouvernements successifs ont privatisé, ont libéralisé, et ceci se fait dans la logique générale et globale de l'Union européenne. Et enfin, on pourrait également parler de la libre circulation des capitaux qui provoque l'évasion fiscale. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup de doléances sur la question de l'évasion fiscale, mais il existe une solution très simple à l'évasion fiscale, c'est rétablir le contrôle d'échange et le contrôle des capitaux. Et donc finalement, quand on entend donc il faudrait combattre l'évasion fiscale, mais sans préciser comment, et sans préciser que les paradis fiscaux, il y en a au plein cœur de l'Union européenne, il y a l'Irlande, il y a le Luxembourg. Si on ne précise pas ça, en fait, on est au niveau de slogans creux. Donc ça, c'est sur la question du marché unique, et j'insiste vraiment que ce ne sont pas seulement des directives ou des traités qui seraient irrationnels ou qui seraient absurdes ou qui seraient, comme on dit parfois, ultra-libéraux mais susceptibles d'être changés. Il y a une logique d'ensemble. À partir du moment où on décide de faire un marché unique à 28 pays, avec l'Allemagne, avec une majorité de pays qui approuvent ces politiques, qui sont dans cette logique libérale, finalement c'est logique si on a posé comme axiome qu'il fallait absolument faire des choses avec eux et faire un marché commun avec eux et faire des normes communes avec eux, finalement on est réduit à devoir se soumettre à cette loi. Et le seul moyen de sortir de cette loi, ça ne peut pas être de changer à l'échelle de toute l'Union européenne, parce qu'à l'échelle de toute l'Union européenne, il faudrait que les autres États soient d'accord, et jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, les autres États ne sont pas d'accord pour modifier ces politiques qui bénéficient à certains d'entre eux. Donc on peut faire une analyse similaire sur la question de l'euro. Donc tous les pays de l'Union européenne ne sont pas dans l'euro, mais une bonne partie d'entre eux y sont. Et certains pays qui ne sont pas dans l'euro suivent les mêmes politiques économiques. Et il faut également noter, on les oublie parfois, les anciennes colonies de la France en Afrique, les pays qui ont encore la monnaie franc CFA, qui est imprimée en France, cette monnaie-là est arrimée à l'euro. Donc ce qui signifie qu'ils n'ont aucun choix sur leur politique monétaire. Déjà, ils subissent ce néocolonialisme français, et en plus, ils subissent les règles, l'orthodoxie budgétaire de la Banque Centrale Européenne, avec un euro qui est largement surévalué pour la majorité des économies de l'Union Européenne et de la zone CFA. Alors, on reproche parfois à l'Allemagne d'être la responsable, la grande méchante, finalement, du désastre de l'Union Européenne et de l'euro. Alors, ce sont des analyses que j'invite à nuancer, ou du moins à préciser. C'est-à-dire que de toute façon, dès qu'on va faire une monnaie unique, on n'arrivera pas à trouver un taux qui satisfera tout le monde. Donc de toute façon, il y aura quelqu'un qui domine. Aujourd'hui, c'est l'Allemagne, mais si on devait remplacer la domination allemande par une domination française, il y aurait d'autres pays à qui ça poserait problème. Et donc il faut vraiment voir cette logique d'ensemble. En fait, on ne peut pas trouver un taux qui corresponde à tout le monde. Cet euro, il est surévalué pour les uns, sous-évalué pour les autres. On n'arrive pas à trouver finalement de taux commun, mais c'est normal. On a des systèmes sociaux différents, on a des économies différentes, ce sont des pays différents. Chaque pays a le droit d'avoir sa propre monnaie. Et donc, ce qui paraît dire ça dans la zone euro, ça paraît totalement révolutionnaire et subversif, mais je peux vous assurer que dans le reste du monde, ou même aux États-Unis, ça paraît être quelque chose de tout à fait logique et banal de souligner que la zone euro, en fait, est beaucoup trop diverse pour pouvoir accepter une monnaie unique. Alors, sur la question de l'Union européenne et de l'euro, un livre, donc là, j'ai pris plusieurs livres donc qui sont assez intéressants à lire, donc je n'invente pas, même si j'essaye parfois d'aller un peu plus loin. Donc c'est La fin de l'Union européenne, de Coralie Delhomme et David Kayla, et qui montre comment la logique même de l'Union européenne et de la zone euro n'est pas une logique de coopération, mais une logique de compétition, et que automatiquement, dans cette zone, il va y avoir des perdants et des gagnants. Il va y avoir des métropoles et des périphéries, et il va y avoir des passagers clandestins, c'est-à-dire des États qui ne doivent leur richesse qu'à la pauvreté des autres.
Donc quand on nous dit parfois dans les médias il faudrait imiter l'Allemagne, il faudrait faire comme l'Allemagne, en fait si tout le monde menait la même politique que l'Allemagne, tout le monde perdrait. L'Allemagne peut mener sa politique de dumping social parce que d'autres pays ne la mènent pas. Et donc il y a vraiment une logique de système, mais cela dit, j'insiste pour autant pour dénoncer donc cette euromarque et cette domination allemande de l'État allemand ne doit pas nous mener à chercher un bouc émissaire allemand. Et donc j'analyse sur la question de la Grèce. Donc tout le monde ici connaît le martyre qui a été infligé au peuple grec, le rejet, le déni du référendum du peuple grec qui était contre l'austérité. Une analyse qu'on a parfois entendue à l'époque, notamment en France, c'était de remettre la faute sur l'Allemagne et sur Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemand. Et ce qui est intéressant quand on regarde son point de vue, car c'est toujours intéressant de regarder justement le point de vue de l'adversaire, donc Wolfgang Schäuble dit, mais en fait, à partir du moment où la Grèce tient absolument à rester dans l'euro et à faire une monnaie avec nous, c'est en quelque sorte logique qu'on puisse imposer nos conditions. Et s'ils ne souhaitent pas mener cette politique-là, ils ont qu'à faire leur propre monnaie. Et ils disaient, voilà, ça n'aurait pas été un drame, finalement, que la Grèce utilise sa propre monnaie. Là où la France, à l'époque, a joué un rôle beaucoup plus pervers et beaucoup plus vicieux, puisque la politique de François Hollande, c'était de dire que ça serait une catastrophe absolue que la Grèce quitte l'euro. Donc on nous en a fait des tonnes et des tonnes sur le fait que la Grèce ne pourrait pas survivre en dehors de la zone euro. Et du coup, l'ami François Hollande, comme l'appelait Alexis Tsipras, voilà, l'a convaincu finalement de cette solution qui a été la pire des solutions. La solution de l'austérité, la solution de la capitulation. Et quand on parle de l'euro, là encore, une autre erreur qu'il faut éviter de commettre, c'est de voir dans l'euro la cause de tous nos maux, la cause de la désindustrialisation, la cause du chômage, et de surestimer l'impact de l'euro en tant que tel. En fait, l'euro, c'est pas une cause, c'est plutôt la suite logique d'une succession de choix politiques, donc de choix politiques qui sont notamment décrits par Benjamin Lemoyne dans l'ouvrage L'ordre de la dette, qui est vraiment un ouvrage capital, qui explique comment depuis les années 70, alors qu'avant l'État français, comme de nombreux autres États dans le monde, s'autofinançait, avec le système, ce qu'on appelait le circuit du trésor, a décidé, à un moment donné, a fait le choix de se financer auprès des marchés financiers et de cesser de se financer auprès de la Banque de France. À partir du moment où on décide de se remettre dans les mains des marchés financiers, il y a une logique, un cercle vicieux qui s'installe, la nécessité de plaire aux marchés financiers, la nécessité aussi de devoir mener des politiques libérales. Et finalement, ce choix qui a été fait, le choix de la capitulation et ce choix de la soumission qui a été fait par le Parti socialiste dans les années 80, de s'arrimer à l'Allemagne et de s'arrimer aux marques, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce choix a une certaine logique, évidemment que je ne défends pas, mais qu'il faut comprendre si on se place dans l'optique de dire on va se financer auprès des marchés financiers. Et rompre avec l'euro, c'est aussi rompre avec l'idée justement de se financer auprès des marchés financiers. Ça veut dire se refinancer et ça veut dire justement être prêt à assumer les conséquences. Donc là, je vous invite à lire un article du Monde diplomatique. Donc j'ai repris dans mon ouvrage un article du Monde diplomatique qui explique ce que serait un scénario de rupture avec les marchés financiers et donc qui impliquerait nécessairement à un moment donné de retrouver le contrôle de notre monnaie. Alors on peut parler également de la politique étrangère commune, donc politique étrangère commune qui est soumise et alignée sur l'OTAN. Et donc là encore, c'est dans les traités européens. Un des exemples de politique étrangère commune, c'est la politique, par exemple, en Yougoslavie, donc où l'Union européenne a vraiment, à l'époque, provoqué le chaos. Là, sous domination allemande, sous l'impulsion allemande, provoquer le chaos en Yougoslavie et dans les Balkans. Ça, je détaille dans mon ouvrage. Et je prends également l'exemple de la Palestine, alors en insistant sur le fait que il y a vraiment une spécificité européenne. C'est-à-dire qu'on a tendance à dire c'est les Américains les méchants, et finalement, on ne ferait que suivre les Américains et les Occidentaux, mais il y a une spécificité européenne, c'est le discours des droits de l'homme, le discours d'espèces d'arbitres. On a l'impression, dans le cas palestinien par exemple, que les États-Unis seraient les méchants et que l'Union européenne et les États européens seraient derrière l'autorité palestinienne. Et en fait, ce qui est totalement faux, dès qu'on regarde un petit peu, on se rend compte que tous soutiennent Israël, le régime israélien. Donc ça, j'ai développé ça dans une conférence que j'ai faite il y a 2 semaines, justement sur la question du soutien européen à Israël. Et il faut bien voir en fait ce jeu malsain
dans lequel l'Europe sert en fait à blanchir et à donner une bonne image à des impérialismes. Et je cite également l'ouvrage L'idéologie européenne, qui a cette remarque très judicieuse, donc de Benjamin Landeb, Aymeric Monville et Pierre Yaghlekjian. Donc il y a cette remarque très judicieuse qui est que dénoncer évidemment l'impérialisme européen ne revient pas à exonérer les impérialismes nationaux, mais qu'en fait l'Europe fournit une couverture aux impérialismes nationaux, et donc avec l'exemple notamment de la France-Afrique, et en fait de l'intervention faite par l'armée française au Tchad et en Centrafrique pour protéger ses intérêts, dans les années 2000, cette intervention a été faite sous couvert d'une mission européenne. Et donc le fait de l'avoir fait sous couvert d'une mission européenne fait que le caractère néocolonial n'est pas apparu et a servi de couverture. Et donc finalement, l'Union européenne reprend le pire des impérialismes de tous ses États membres, et en plus leur fournit une couverture et une sorte d'image pacifique. Donc qu'est-ce qu'il faut faire de ça ? Il faut en sortir. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Donc sortir du marché unique, sortir de la monnaie unique, revenir au franc. Et évidemment, ceci ne signifie pas qu'on va entrer en guerre avec nos voisins. Au contraire, c'est la zone euro et la zone UE actuellement qui sont des zones de guerre. C'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir commencer à coopérer sur la base de nos souverainetés respectives. Et notamment, une des propositions que je fais pour insister sur l'aspect qu'il faut faire un Frexit et une sortie de l'Union européenne sur une base coopérative, c'est l'idée de dire que la contribution actuelle de la France au budget européen, donc qui est reversée aux différents États après que la Commission européenne et les institutions européennes aient pris leur dû dessus, ce budget pourrait être maintenu et versé en aide bilatérale aux États concernés. Ce qui signifie que ces États, en fait, du coup, n'auraient aucun intérêt à prendre des mesures de rétorsion contre la France. Au contraire, ils auraient tout à gagner à accepter ce nouveau cadre, qui est le cadre d'alliance bilatérale, où on réclame pas des projets ou des conditions pour cette aide. Donc on fournit une aide entre États souverains et entre peuples souverains, qui permettrait donc justement d'en finir avec le mythe de cette paix, cette solidarité de l'Union européenne, alors qu'il s'agit de notre argent. Quand on parle d'aide de l'Union européenne, il s'agit toujours de notre argent, et donc de notre argent qu'on pourrait utiliser plus efficacement dans le cadre de coopération bilatérale. Donc je m'arrête là pour cette partie, je vais prendre quelques questions avant la prochaine partie, qui est le projet européen en tant que tel. Oui. Moi, j'ai pas une question, mais il y a un livre que tu n'as pas, qui retrace un peu l'origine de l'Europe. C'est un livre d'Annie Lacroix, je crois que ça s'appelle Aux origines du carcan européen. Ce qui m'amènera à être un petit peu plus sévère avec l'Allemagne que tu as pu l'être. Donc Annie Lacroix montre que ce sont les Américains dès 1942 qui, ayant compris que l'Union soviétique avait battu les troupes hitlériennes, l'Allemagne ne serait pas victorieuse de la guerre. Et donc, il a bâti le plan d'une Europe qui serait sous domination, on va dire sous conduite allemande. C'était un choix des États-Unis à l'époque. Ils ne voulaient pas de la France à cause de Gaulle sans doute. L'Angleterre, bon, il y a des rivalités qui remontent à loin. Donc, ça a été le choix de l'Allemagne. Donc, de ce point de vue, il y a une petite responsabilité déjà pour moi de l'Allemagne. Et moi, ce qui m'inquiète dans la situation actuelle, c'est que j'ai l'impression que l'Allemagne a perdu la guerre en 1945, mais qu'elle l'a regagnée aujourd'hui. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de quatrième Reich. Il y a eu la destruction de la RDA. Il y a eu la réunification avec Berlin comme capitale. Il y a eu la destruction de la Yougoslavie, la séparation entre la Tchéquie, enfin la République tchèque et la Slovaquie, et tous ces pays forment aujourd'hui ce que les Allemands appelleraient eux-mêmes l'Interland, dans lequel ils produisent à bas coût, ils rapatrient. Enfin, donc, pour moi, il y a vraiment une reconstitution de la puissance allemande. J'ajouterais que c'est pas un hasard si la Banque centrale européenne est à Francfort. Et personnellement, j'ai un petit peu l'idée que l'euro est une monnaie allemande. D'ailleurs, ils avaient refusé l'écu un peu dans cette optique. Donc, attention, je ne parle pas du peuple allemand, hein, avec qui, évidemment, il faudra avoir des relations très fortes. Mais je parle de la classe capitaliste allemande, des impérialistes allemands, appelons-les comme on veut. Voilà, une petite nuance.
Oui, merci pour cette question. Alors en fait, donc je connaissais effectivement cette littérature qui compare l'Allemagne d'aujourd'hui à une sorte de quatrième Reich. Alors en fait, c'était volontaire dans mon ouvrage de pas partir sur cette ligne-là pour deux raisons. Donc déjà, il me semblait en fait réducteur même si évidemment il y a ce passé en fait de sans cesse ramener l'Allemagne à l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et il me semblait également réducteur en fait de vouloir mettre la faute sur l'Allemagne, alors qu'en fait effectivement, c'est vrai que l'euro actuel sert les intérêts allemands, c'est vrai que l'Union européenne sert les intérêts allemands, mais en fait, c'est vraiment une responsabilité collective. C'est vraiment un choix qui a été fait par tous les États de sacrifier leur souveraineté. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils se sont dit, l'Allemagne, avec son économie bien dirigée, bénéficie de faibles taux d'emprunt sur les marchés financiers. Et en s'alignant sur l'Allemagne, nous aussi, ça va faire baisser nos taux sur les marchés financiers. Et quand vous entendez parfois des responsables politiques qui disent aujourd'hui, les taux d'intérêt sont faibles, il faudrait emprunter au marché financier, mais en fait c'est vraiment une mauvaise idée. C'est-à-dire que ces taux d'intérêt faibles auprès des marchés financiers, c'est la récompense en fait en quelque sorte de ces politiques ultralibérales et de cette soumission à l'Allemagne. Et tout ça en fait c'est payé par le sang et par la sueur des Grecs et de l'Europe du Sud et de tous les pays qui sont exploités. Et donc j'ai vraiment voulu insister plutôt sur ce côté soumission à un modèle libéral et un modèle en fait ordo-libéral et d'orthodoxie qui sert en fait à la fin à pouvoir emprunter à faible coût auprès des marchés pour pouvoir montrer que la responsabilité était là, pour éviter en fait un discours qui a trop pointé l'Allemagne risquerait en plus de perdre l'idée que finalement si c'était pas l'Allemagne, ça serait un autre pays qui dominerait, ça pourrait être la France qui dominerait, mais ça serait pas forcément préférable pour les autres peuples. Donc voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, il y a un autre aspect que j'aurais évoqué, c'est le rôle vraiment majeur des États-Unis. Tu en as parlé un petit peu, on en a parlé juste un petit peu avant, dans la construction même de l'Union européenne et jusqu'à aujourd'hui. En fait, les États-Unis se sont créés un marché, c'est-à-dire que tout ce qui nous est présenté depuis des dizaines d'années comme une initiative européenne, alors voilà, autour de l'Allemagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, l'Italie, c'était exclusivement à l'initiative américaine. C'est-à-dire Jean Monnet était le pion des États-Unis en Europe, et donc c'est une construction intégralement américaine avec un objectif général qui est justement de se créer un marché pour les capitaux américains. Donc de faire sauter les barrières douanières, de faire sauter les éventuelles restrictions aux investissements américains, avec un élément aussi qui est assez intéressant, c'est-à-dire on parle depuis très longtemps de libéralisme, et tu parlais de libéralisme tout à l'heure, mais en fait c'est pas vraiment, enfin ça a rien de libéral, parce que le libéral on pourrait dire c'est le capital qui décide, c'est le mieux-disant, grosso modo celui qui a les plus bas coûts du marché du travail, la manœuvre la moins chère, qui va l'emporter. Et en fait c'est pas le cas, c'est-à-dire que si on prend le charbon, c'était avant l'Union européenne, mais enfin au moment de la CK, le meilleur charbon c'était le charbon polonais. Et les Américains ont créé cette alliance qui est l'antichambre de l'Union européenne pour remplacer le charbon polonais par le charbon américain, et grosso modo pour donner à l'Allemagne, pour octroyer à l'Allemagne un rôle prépondérant, mais parmi les vassaux, un rôle prépondérant, quoi. Ouais, donc, là encore, je vais dire quelque chose d'assez similaire. Donc, dans ce que vous dites, il y a beaucoup de constats qui sont énormément justes. Il faut savoir qu'en plus, l'Union européenne et la CE, au départ, ont vraiment été pensées dans le cadre de la guerre froide, où c'était une sorte d'OTAN économique pour faire contrepoids à l'URSS. Donc, j'en ai parlé dans mon livre, mais là encore, en fait, j'ai pas trop insisté, ou j'ai pas dit que c'était un projet intégralement américain, parce que j'ai l'impression que ce type de formulation peut, à la fin, exonérer les propres responsabilités européennes. Et donc, voilà, j'ai vraiment insisté sur le fait qu'il y a un alignement et quelque chose de conjoint fait entre l'Union européenne et les États-Unis, mais qu'il faut pas forcément vouloir en fait trop mettre sur un partenaire, en fait peut amener en fait à ne pas voir les responsabilités proprement européennes. Voilà. Oui, il faut pas oublier que lorsqu'il y a eu le début de l'Union européenne,
alors c'est en effet, ça a commencé par la CK, nous étions dans une situation de guerre froide. Et donc, l'Europe occidentale était, alors les uns interpréteront un vassal ou un allié des États-Unis. Il faut pas se tromper. C'est la fameuse phrase de Mitterrand, les pacifistes sont à l'ouest, mais les missiles sont à l'est. Donc, quand il deviendra président. C'est quand même dans cet esprit-là qu'a été fait. Alors je ne dis pas c'est bien c'est mal, c'est dans cet esprit-là qu'a été faite l'Union européenne. Ce qui a changé la donne, quoi qu'il en soit, c'est l'effondrement du mur. Et l'effondrement du mur a en effet permis à l'Allemagne de réoccuper une place, parce qu'elle avait quand même une place diplomatique qui n'était pas en rapport avec sa puissance économique. Vous seriez, je ne veux pas dire Madame Merkel, mais vous seriez à la tête de l'Allemagne. Eh ben, l'Allemagne a joué son jeu et elle refait actuellement l'Europe, donc elle fait un Bismarck, tout simplement. Mais en effet, il y a eu, je dirais, une certaine lâcheté de l'ensemble des pays de l'Europe à vouloir laisser un certain nombre de choses, et notamment sur la question de l'Allemagne, sur l'euro, d'avoir fait une monnaie qui aujourd'hui profite à l'Allemagne et nous déprofite, puisque l'euro, je crois, est à peu près sous-évalué environ de 14% par rapport à la véritable valeur pour l'Allemagne, par rapport au Deutschmark, donc ça lui permet d'avoir des exportations remarquables, et nous avons un euro qui est beaucoup trop fort, et qui fait que nous avons des difficultés de commerce extérieur. Alors moi, ce qui me fait simplement pas plaisir, parce que c'est quand même la situation générale qui en pâtit, mais je m'aperçois que 20 ans, pour ne pas dire presque 30 ans après Maastricht et compagnie, on finit par donner raison à des gens comme Philippe Seguin, par exemple, qui avait combattu Maastricht contre l'avis d'un certain nombre de socialistes, entre parenthèses, qui aujourd'hui sont proches du pouvoir. Et je rappelle simplement la phrase de Philippe Seguin dans le débat en face de Mitterrand. Vous mettez en place une monnaie. La monnaie, c'est pas à mettre avant, c'est à mettre après. C'est-à-dire qu'il fallait sur la monnaie, parce que l'idée d'une monnaie unique n'est pas forcément négative, mais ce qu'il fallait, c'était se mettre d'accord sur l'ensemble des politiques, et une des politiques, tu as raison, c'est la politique fiscale. À partir du moment que nous avons des brebis galeuses à l'intérieur de l'Europe, la monnaie unique n'était pas possible. Mais entre-temps, les socialistes sont passés par là. Donc, on va prendre la question et après je continuerai. Alors, sachant qu'il y aura aussi un tour de questions tout à la fin, mais l'idée c'était de couper en 4 parties pour pouvoir répondre aux différents points. Je voudrais donner femme, homme, femme, homme. Oui, c'était Fouzière. Non, c'était à Fouzière. C'est toi qui veux parler. Je veux bien, parce qu'en fait, c'est vrai, pour encourager les femmes à prendre la parole, il faut faire ça. Oui. Non, mais ça devrait être tous les jours. Et dans beaucoup de pratiques, aujourd'hui, on essaye dans des assemblées d'alterner pour justement permettre à des femmes de prendre la parole. Donc bon, voilà, il n'y a pas de problème, c'est bien pour le principe. Donc effectivement, moi, qu'est-ce que je pourrais dire ? Je pourrais dire que effectivement, l'Union européenne, c'est une Union européenne qui est un espace géopolitique, qui à la base devait favoriser les échanges, économiques, devait faciliter un peu, l'échange entre les différents pays, devait aussi peut-être permettre à des législations qui étaient un peu plus frileuses par rapport à des problématiques, je pense à l'avortement, je pense à un tas de problématiques comme ça, effectivement que cet espace pouvait être l'espace où pourrait se débattre des questions, des problématiques, et que ça permettait, de par la confrontation entre des pays qui étaient avancés sur la question et d'autres qui étaient un peu plus en difficulté, effectivement aller vers un consensus, aller vers des législations plus intéressantes, plus progressistes pour les différents pays. Et effectivement, c'était un peu ça qui aurait pu
on aurait pu attendre ça justement après la guerre froide, etc. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que on a vu un peu l'histoire du plombier, on a vu toutes les directives, justement, au contraire, qui libéralisent, qui précarisent, etc. Et de ce fait, effectivement, on se dit, c'est quoi cette Union européenne? Tu disais que l'Union européenne est une couverture aux impérialismes nationaux, mais les impérialismes nationaux existent et l'Union européenne n'est que l'incarnation, n'est que la représentation de ces impérialismes nationaux. Je veux dire, l'Union européenne, c'est pas un truc virtuel. Elle est composée des différents ministres, des différents premiers ministres des pays, et on ne doit en aucun cas dédouaner ces impérialismes nationaux. Ils existent, ils sont là, et ils font la politique d'ensemble qui est l'impérialisme européen. Moi, c'est ce que je dirais. Je dirais, c'est pas parce que on aura cassé cette Union européenne qu'on aura cassé nos impérialismes, qu'on aura cassé le libéralisme dans chaque pays. À partir du moment où on a des États qui sont à la botte des oligarchies, des financiers, je sais pas comment il y a une politique d'ensemble, effectivement, mais je pense que, moi personnellement, je pense que il faudrait une révolte des peuples, comme celle des Gilets jaunes, par exemple, dans tous les pays, qui pourrait peut-être nous permettre de bousculer cette Europe, de faire une autre Europe, d'imposer. Mais pour le moment, on est dans ce rapport. Et ce rapport, il y a un impérialisme triomphant, il y a un libéralisme triomphant, et qui sévit dans les pays séparément, dans l'Union européenne, parce qu'il est à la botte et qu'il est à la botte des intérêts. Voilà. Ouais, alors merci Fouchette, donc tu as fait une bonne transition pour la suite.